Bonjour à tous. Et pour commencer, je voudrais remercier Christophe Gremion et son équipe d'organisateurs de m'avoir invité à réfléchir avec vous sur les référentiels. Je voudrais aussi remercier de m'avoir forcé à travailler sur la question très particulière et quasi insoluble des référentiels dans les dispositifs de formation en alternance. Et je voudrais aussi le remercier et les remercier de m'avoir poussé sur un chemin glissant, plus vulgairement, on pourrait dire sur cette peau de banane, que constitue la réflexion sur des référentiels dans une situation qui est aporétique, hein, c'est-à-dire que dès le départ, quand on lit la littérature sur le problème des référentiels dans les formations duales, il n'y a que des critiques, il n'y a que des doutes, il n'y a que des mises en question. Donc merci de m'avoir mis dans cette situation de glissade. Je viens moi aussi d'une montagne où il y a peu de neige en ce moment, mais on peut quand même aussi glisser, donc j'ai l'habitude et ça ira. En fait, je profite aussi d'une situation que vous avez créée avec ce colloque et qui me paraît très importante, et j'en ai fait l'expérience durant une bonne partie de ma carrière, c'est que les vrais problèmes autour de l'apprentissage, autour de l'évaluation, autour des dispositifs de formation ont été surtout réfléchis, expérimentés dans la formation professionnelle et que la plupart d'entre eux ont été ensuite exportés vers l'enseignement classique. Les innovations viennent rarement, en tout cas pour ce qui est de la France, hein, je pense que la Suisse est certainement plus en avance, mais pour ce qui est des pays que je connais bien, comme la France, dans l'enseignement public scolaire, c'est vraiment très difficile de proposer des innovations, de réfléchir et de remettre en question. L'appareil est trop lourd, comme l'indique l'image du mammouth, il est difficile de progresser. Alors il y a des exceptions comme l'enseignement agricole en France. On en parlait avec Philippe Mauban hier soir, qui est un lieu assez ouvert et où des expérimentations sont permanentes. Mais pour le reste du temps, pour le reste des circonstances, c'est bien dans le système de formation professionnelle qu'on ose des innovations, qu'on pose des vrais problèmes. En particulier, le problème des compétences dont tout le monde va parler, j'imagine, dans ce colloque. Ce problème-là a été d'abord traité dans le contexte de la formation professionnelle. Et c'est bien la didactique professionnelle qui est cette discipline née il y a 20 ans, fondée par Pastré, qui nous met sur la voie des problématiques actuelles que l'on essaye de traiter dans l'enseignement traditionnel. Donc en fait, il y a bien deux sujets qui me sont proposés, deux problèmes non encore résolus. C'est d'une part les référentiels en général, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en faire, et le problème des référentiels dans une formation duale. Est-ce que effectivement on a affaire à deux types de référentiels juxtaposés, ou bien est-ce qu'il y a des chances de les faire interagir? Est-ce qu'il y a des chances de les retrouver dans un seul type de référentiel? Donc c'est la question qui m'a été posée dès le départ. Et dès le départ, j'ai dit c'est une aporie. C'est-à-dire qu'on n'en sortira jamais. D'après la littérature, d'après les expériences, on se rend compte que c'est quasiment impossible de résoudre cette contradiction. Mais on va quand même essayer de la creuser, et de toute contradiction peut sortir une lueur d'espoir. Donc ce que j'ai l'intention de traiter devant vous et avec vous se situe autour de ces 4 points. Si nous n'arrivons pas à la fin, tant pis, parce que la question des référentiels n'est jamais terminée. Donc si la conférence n'est pas terminée au moment où la cloche sonnera, ce n'est pas grave non plus. Mais je compte sur Christophe pour me
Très bien. Pour réguler mon temps de parole. Donc, le référentiel, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Soyons clairs, clarifions. Le problème de l'utilisation et ou de la production de référentiels en situation. Le gros problème de l'aporie du référentiel dual. Et puis, la problématique sur laquelle je voudrais vous laisser, c'est ce partage, cette interaction impossible entre les référentiels en présence en système dual. Donc, le premier point, la notion de référentiel. Alors, c'est avec plaisir que je constate que depuis quelques années, cette question revient en premier lieu dans beaucoup de travaux sur les dispositifs d'évaluation. Ça veut dire que tout le monde en parle. Par exemple, Pastré, qui est le fondateur, qu'on considère comme le fondateur, le cofondateur de la didactique professionnelle, a dit un jour que le référentiel avait comme fonction de se protéger contre une société de l'anomie. C'est-à-dire que finalement, une société qui n'a pas de règles suffisantes pour fonctionner a besoin de se retrouver quelque part dans des modèles, dans des choses constituées, dans des règles, etc. Et Pastré ne va pas plus loin. Ça lui suffit pour donner au référentiel une fonction. Alors, il m'a un peu déçu parce que Pastré m'a beaucoup fait réfléchir, comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, sur des choses extraordinaires. Et là, sur les référentiels, ma foi, il n'est pas allé plus loin. Ça sert à nous rassurer. Bon, j'étais un peu déçu, bien sûr, mais maintenant, ça y est, hein, j'ai passé ma déception, on est passé à autre chose. Et je pense que le référentiel a d'autres fonctions que simplement de lutter contre l'anomie. C'est, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, c'est un outil que les pouvoirs se sont très bien appropriés. C'est une façon facile, aisée, que de normaliser un système de formation en édictant un référentiel qu'on demande à tous ces acteurs d'appliquer. Il n'y a pas besoin de donner des ordres, de donner des modes d'emploi et des consignes. On dit, voilà le référentiel. On ne dit pas d'où il vient, on ne le justifie pas, mais il est là. C'est ce que j'appelle les référentiels déjà là. On va en reparler par la suite, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un instrument de pouvoir extraordinaire. Parce qu'il a l'allure de quelque chose d'assez ouvert et d'assez libre, puisqu'on y parle beaucoup plus de compétences que de savoir compartimenté, et qu'on donne l'impression qu'on est sur des objectifs, sur des valeurs, sur des grandes orientations. Et en fait, l'acteur est ensuite amené à se poser la question de le respecter, de l'appliquer, ou de le mettre de côté, ou de le refuser, ou de le remettre en question, ou d'en reconstruire d'autres, bien sûr. C'est aussi un outil qui est considéré comme intéressant pour donner une image d'harmonie, d'équilibre dans un système de formation. Si un corps professionnel dispose d'un référentiel qu'il propose à tous ses acteurs, aussi bien aux décideurs qu'aux organisateurs, qu'aux formateurs et qu'aux apprenants, ça permet de donner une image d'harmonie dans un système. Et pourquoi pas, bien sûr. Maintenant, si on essaye d'aller encore un peu plus loin, ça devrait plutôt être un dispositif qui consiste à chercher le sens des résultats ou des effets ou des productions d'un système de formation. Car sans
quand on proclame un résultat, si on ne compare pas ce résultat à quelque chose d'autre, on peut dire ce qu'on veut. Quand les journalistes donnent des chiffres pour parler du chômage, des différents problèmes d'aujourd'hui, s'ils donnent le chiffre isolé, ça ne veut rien dire. S'ils donnent à côté de ce chiffre-là le chiffre de l'année d'avant, le chiffre moyen obtenu en Europe, etc., alors là, l'information prend tout son sens. Donc le référentiel est peut-être aussi utile dans la recherche de sens des résultats de toute évaluation. Alors, si on s'avançait un peu vers les définitions, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel ? J'ai oublié de vous dire que je voulais vous proposer la consigne de noter sur chaque diapo ou groupe de diapos les questions qui vous viennent à l'esprit, de manière à ne pas prolonger le temps de mon intervention, et puis de garder ces questions pour les moments où nous pourrons les traiter ensemble. Mais donc, je pourrais vous poser la question, d'après vous, c'est quoi un référentiel ? Et je pense qu'on aurait toutes sortes de définitions. D'abord parce qu'il n'y en a pas de reconnues dans la littérature. Il y a des propositions des uns et des autres, mais c'est tout. Alors, dans la plupart des esprits, un référentiel, c'est un système de normes. C'est-à-dire qu'il est dit à propos d'un système de formation, d'un programme, d'une institution, il est rappelé qu'il y a des normes à suivre et que donc la programmation de la formation et son évaluation vont consister à se conformer à ce système de normes. C'est le côté de lutte contre l'anomie de Pastré, système de normes. Alors le bon exemple de système de normes, c'est le système qualité. Le système qualité fonctionne avec des normes. D'ailleurs, elles s'appellent les normes qualité. Et donc, la qualité souhaitée, c'est celle qui sera le plus conforme au système de normes qui y préside. C'est aussi un document, un programme formulé sous forme d'objectifs. Un référentiel de formation est en général rédigé sous forme de liste d'objectifs à atteindre. D'ailleurs, un de mes collègues, que je ne citerai pas, parce que comme c'est pour le critiquer, je ne peux pas faire en public, définit l'évaluation comme la recherche de la différence entre un idéal, donc des normes, des objectifs, etc., et une réalité, la réalité qu'on évalue. Je ne suis pas très favorable à cette définition parce que ça donne tout le pouvoir à l'évaluateur, parce que ça donne tout le pouvoir aux normes, et puis parce que ça réduit la réflexion sur l'évaluation à une simple confrontation entre l'idéal et qu'est-ce que c'est que l'idéal d'ailleurs, et une réalité. Oui. On voudrait que le monde ressemble à l'idéal auquel on adhère et qui figure sous forme de référentiel. Et donc on a cet argument à brandir. Vous voyez, le référentiel dit que, et donc on est bon si on est le plus proche possible de ce référentiel. C'est aussi un programme par compétence, et ça l'est de plus en plus. Alors ça, c'est nouveau, enfin nouveau depuis quelques années, bien sûr. C'est nouveau et c'est très intéressant à prendre en compte parce que ça nous oblige, nous, formateurs, nous, évaluateurs, nous, responsables de dispositifs de formation, ça nous oblige à réfléchir par compétence et non plus par savoir, par catégorie préformée de capacités et sur lesquelles on ne réfléchissait pas énormément. Mais en même temps, ça introduit un concept que la plupart des acteurs ne maîtrisent pas.
si vous lisez la littérature sur les compétences, vous vous rendez compte de la richesse des propositions, des réflexions, des modèles qu'elle véhicule, et qui, chacun d'entre eux, nous apporte quelque chose, sur le plan réflexif en tout cas. Et la plupart d'entre nous, nous sommes d'accord avec cette avancée qui consiste à parler de la formation et de l'évaluation avec une médiation des compétences. Mais là s'arrêtent nos certitudes. Après, vous voyez les définitions des compétences qui se mélangent, qui s'entrechoquent, et on peut dire ce qu'on veut des compétences. Alors, je vais prendre le même problème, mais tout à fait à l'envers. On a introduit dans l'enseignement secondaire français l'évaluation par compétences dans les classes, dans certaines classes. Ce n'est pas encore obligatoire, mais ça progresse. Et je discutais hier avec ma petite fille qui me racontait ses derniers résultats. Et effectivement, elle n'a plus de notes chiffrées, elle n'a pas de lettres non plus, elle n'a pas de niveau. Elle a des ronds verts, des ronds jaunes et des ronds noirs. Il y a un rouge aussi au milieu, je crois. Oui, voilà. Alors elle m'a dit, j'ai eu un rond vert à ma rédaction, je suis déçu. Parce que j'aurais espéré avoir 2 ronds verts, parce qu'il y a une copine qui a eu 2 ronds verts. Alors, je lui ai demandé ce que ça voulait dire pour elle. Elle m'a dit, le professeur nous a expliqué que c'est pour éviter les découragements des élèves qui avaient des mauvaises notes. Et donc, on est tous assez contents parce qu'on a des ronds de couleur et, ma foi, on ne se sent pas trop visé par les critiques. Bon. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le jugement de valeur qui est le jugement de pouvoir extrême de l'évaluateur, n'a fait que se déplacer. C'est-à-dire, avant, au lieu de se poser des questions sur cette copie vaut un 8 ou un 10 sur 20, etc., la question c'est cet élève, sa personnalité, son travail, la perception qu'on en a, etc., il vaut un rond vert, 2 ronds verts, un rond rouge ou quelque chose comme ça. Et on n'a pas progressé d'un poil dans la réflexion sur le référentiel de cette notation. Donc, on a là vraiment une avancée qui n'en est pas une, tant qu'on n'a pas travaillé davantage sur les indicateurs de la compétence. Est-ce que c'est autre chose? C'est encore une question que je vous envoie. Et si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas lorsqu'on en aura le temps. Ou alors, ce serait plutôt, et là on serait plus abstrait, ce serait plutôt la combinaison des référents utilisés pour conférer du sens à un phénomène, à une situation, à un résultat. Et là, alors, on passe à un autre niveau de définition du référentiel. On n'est plus dans le référentiel, on est dans la constitution du référentiel, ce que j'appelle la référentialisation, et qui est une sorte de conceptualisation. Et là, je rejoins encore une fois Pastré, Mayen et tous les spécialistes de didactique professionnelle que nous connaissons, lorsqu'ils mettent en avant la question de la conceptualisation. Évaluer, c'est d'abord conceptualiser, c'est d'abord modéliser. Lucie Mottier-Lopez, qui est ici, a travaillé avec moi sur cette question. Nous avons publié des choses là-dessus et nous n'avons fait que commencer à essayer de convaincre les collègues que nous avons presque forcés à écrire un texte dans notre aventure pour leur demander ce qu'ils faisaient avant de construire une grille d'évaluation. Et là, on a eu du mal. Parce que, non pas qu'ils ne soient pas compétents, on a pris les collègues les plus compétents dans le domaine de l'évaluation qu'on puisse trouver, mais c'est que c'est une remise en question de ces choix antérieurs, de ces habitudes, de ces manies que nous avons héritées de la métrique, de la mesure, etc., qui font que l'évaluation, tout de suite, ça nous fait penser à des protocoles, à des outils, les meilleurs qui soient, les uns étant meilleurs que les autres, mais qui ne remet jamais en question le fondamental et qui est donc au niveau de la conceptualisation. Alors,
maintenant, donc, ces référentiels, ils sont là. Ils sont là ou ils ne sont pas là. C'est aussi intéressant d'ailleurs que lorsqu'ils sont là. Donc, je les appelle les déjà là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces référentiels déjà là? Mais vous en avez déjà là toute une liste. Et c'est très intéressant de se poser la question au moins de ce qu'ils portent comme prétention, comme modèle. Le référentiel de métier. C'est quoi un référentiel de métier? Eh bien, c'est un document qui décrit les postes de travail, donc les activités prescrites pour un métier donné. Alors, en France, il y a plusieurs organismes qui en délivrent, dont un officiel, qui décrit chaque métier à travers une page qui constitue une sorte de référentiel du métier. Il y a les référentiels de compétences. Alors vous les connaissez tous ici, puisqu'ils gouvernent l'organisation de la formation professionnelle un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un référentiel de compétences? Bien, on est amené tout naturellement à le traduire, à le mettre en œuvre, à le mettre en musique en quelque sorte, à travers un référentiel de formation. C'est-à-dire qu'un référentiel de formation bien fait, aujourd'hui, constitue une sorte de liste des compétences les plus pertinentes pour pouvoir remplir les tâches d'un métier. Et ensuite, à la fin de la chaîne des référentiels, on trouve deux types de référentiels qui sont au même niveau. C'est pourquoi je les ai mis l'un sous l'autre. C'est ce que dans certaines organisations on appelle le référentiel de diplôme. En France, je connais des référentiels dans l'enseignement agricole, le référentiel de BTS, de brevet de technicien supérieur, qui est en place, qui existe depuis déjà de nombreuses années. Et puis des référentiels d'évaluation qui sont très rares. Je n'en vois pas beaucoup. Sur le marché, c'est difficile d'en trouver. Et pourquoi? Il y a une bonne raison à cela. C'est qu'un référentiel d'évaluation est très spécifique à chaque dispositif de formation. Le référentiel d'évaluation est très spécifique. Et donc, c'est normal qu'on ne publie pas des référentiels d'évaluation en donnant l'impression que ce sont des modèles à suivre. Ils sont chaque fois très, très particuliers. Alors, dans les référentiels déjà là, que nous utilisons les uns les autres, ou qui nous sont proposés, qui nous sont présentés, lesquels de ces référentiels-là trouvons-nous? Mais on en trouve avec un petit peu de référentiel de métier, un petit peu de compétences, un petit peu d'objectifs de formation, etc. Ils ne sont pas différenciés. Alors moi, j'ai essayé de faire ça avec un groupe de chercheurs marocains. Pendant 2 ans, nous avons travaillé sur la formation des institutrices de maternelle. Vous savez qu'au Maroc, il y a pour les tout petits, il y a des écoles coraniques, et ensuite on passe aux primaires. Les écoles coraniques tenant lieu de maternelle. Alors le roi du Maroc et ses conseillers avaient trouvé, il y a 3 ans, c'est pas si loin que ça, avaient trouvé une idée qui était de créer un enseignement public préscolaire pour, non pas concurrencer, mais pour faire des propositions alternatives et plus laïques, disons, pour la petite enfance. Eh bien, on a essayé avec un groupe de Marocains de l'université de Casablanca, on a essayé de jouer ce jeu-là, de partir du métier, en passant par les compétences nécessaires pour exercer ce métier, en arrivant à des objectifs de formation et en préparant quelque chose qui devait ressembler à un référentiel de diplôme. On n'est pas arrivé jusque-là. Pourquoi? Parce que la politique locale ayant évolué, il ne fallait pas aller trop loin dans la promulgation d'un système tout à fait révolutionnaire. Donc ce travail-là, s'il n'est pas fait, reste à faire. C'est-à-dire la liaison entre le métier, les compétences, la formation et l'évaluation. Et c'est une des solutions
qu'on pourrait trouver au constat de l'aporie dont on va continuer à parler. Alors, une des questions, bien sûr, c'est faut-il s'approprier ces référentiels? Faut-il les intégrer dans ses pratiques, dans ses objectifs, dans ses orientations? Et si oui, comment? Et qui se les approprie? Est-ce que c'est le formateur? À ce moment-là, on est tout à fait dans la fonction formative de l'évaluation. C'est-à-dire que c'est bien dans la tête du formateur que la réflexion se produit pour savoir justement comment on va appliquer un référent à des choix pédagogiques de terrain. Ou bien est-ce que c'est aussi, ou alternativement même, le rôle de l'apprenant? Est-ce que l'apprenant a un accès direct à des référentiels avec lesquels il aurait à se coltiner? Alors tout ça, c'est une manière de tourner autour. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons parlé des référentiels comme objets, déjà là, qui tombent non pas du ciel, mais des institutions, des groupes d'experts, des différents organismes qui les produisent, qui en général ne sont pas assortis d'une explicitation, d'une preuve par des sources bien précises, qui ne s'appuient pas sur des enquêtes, sur des analyses de situations bien précises, qui donnent le résultat des travaux de tel ou tel groupe qui les a construits. Alors, donc il y a bien quelque chose qui se passe que j'appelle la référentialisation. C'est-à-dire, c'est tout ce travail de manipulation, de réflexion, de remise en question et, voire, si possible, de reconstruction d'un référentiel. Et là, bien sûr, vous voyez que mon hypothèse est forte. C'est plutôt un postulat qu'une hypothèse, d'ailleurs. C'est que le référentiel n'a d'efficacité, de sens, de pertinence que s'il est au minimum partagé par les acteurs de terrain. Sinon, ça reste un document qu'on peut afficher dans toutes les salles, un peu comme les tables de la loi, et puis qu'on peut regarder ou ne pas regarder, appliquer ou ne pas appliquer, etc. C'est aussi, la référentialisation, c'est aussi le travail du formateur lorsque, de lui-même, tout seul, lorsqu'il met son habit d'évaluateur, et qui consiste à interpréter, à manipuler le référentiel déjà là, ou son référentiel à lui, s'il en a un, ou un nouveau référentiel auquel il a participé. Alors, il va l'utiliser soit en utilisant le normatif qui lui est proposé, soit en le reconstruisant lui-même. Alors là, il fait appel certainement à des modèles dont on n'a pas le temps de parler ici parce que ce n'est pas le moment, mais qui jouent un rôle important, d'après moi, dans les choix des protocoles d'évaluation que l'on met en place, surtout lorsqu'il s'agit de compétences. Donc, il y a plusieurs sortes de référentialisation qui se présentent à nous. Ou bien c'est la référentialisation de l'évaluateur. Et donc l'évaluateur est maître de la démarche. Ou bien il la partage. Ah, c'est déjà intéressant. Je milite de plus en plus pour un concept qui est plus une notion qu'un concept d'ailleurs, mais qui me semble important, c'est l'évaluation partagée. Donc un référentiel, ça devrait être partagé aussi. Parce que dans l'action d'apprentissage, de formation, on ne peut avancer que si l'apprenant est conscient de la tâche sur laquelle
il est du processus sur lequel il avance et du rôle des méthodes qu'on lui propose pour progresser lui-même dans ses apprentissages. Donc un référentiel qui tombe du ciel des autorités ou des spécialistes et qui n'est pas compris, partagé, et parfois même, pourquoi pas, co-créé avec des apprenants, ben, c'est quelque chose d'un peu faible, disons. Alors, une référentialisation, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait à un moment donné? On réunit un groupe d'experts, de spécialistes, de formateurs, d'inspecteurs, quand il y en a, etc. On les fait travailler un mois, 6 mois, 1 an, et au bout du temps imparti, ils produisent un document qui s'appelle référentiel. Est-ce que ce référentiel, lorsqu'il est fini et qu'il a été fait de manière scientifique, avec une méthodologie rigoureuse, s'appuyer sur des données, sur des enquêtes, etc., est-ce que pour autant, il est fiable le jour où il est promulgué? Admettons qu'on ait mis 1 an pour le faire, ou 2 ans. Au bout d'1 an ou 2 ans, est-ce qu'il reflète la situation dans laquelle on se trouve 1 an ou 2 ans après l'avoir commencé? Je vous laisse répondre à la question, et vous voyez bien là que c'est aussi très... c'est pas sûr du tout, en tout cas. Oui. Donc, déjà, cette question met en doute l'efficacité des référentiels. Est-ce que c'est quelque chose qui est congelé et qui a demandé tellement de travail, tellement de temps, tellement de vérification, qu'une fois qu'il est fait, ouf, on ne va pas le changer. Et on va le garder le plus longtemps possible. Comme les vins, hein. Ils ont une durée de vie. Parfois, ils sont bien bons quand ils sont vieux. Parfois, s'ils sont trop vieux, ils sont plus bons, etc. Donc, là aussi, se pose le problème de la temporalité. Et est-ce que, par définition, un référentiel ne doit pas, j'insiste sur le mot doit, ne doit pas être évolutif? C'est-à-dire qu'il doit être fait de telle manière que les différents items qui en constituent la structure, le contenu des compétences visées, etc., ne doivent pas être constamment en évolution, sinon en remise en question. Et est-ce qu'il ne faut pas le faire vivre? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de vivant? Alors voilà pourquoi je suis un peu un maniaque du mot référentialisation à la place du mot référentiel. Référentialisation, c'est un processus, et on est, d'après moi, en perpétuelle référentialisation quand on est responsable de formation ou quand on est en charge de l'évaluation d'un système, d'un dispositif, d'une formation. Et nous arrivons au référentiel dual, qui est donc la question que vous m'avez posée, et celle sur laquelle, bien sûr, j'ai glissé comme sur une peau de banane, mais je suis très content d'avoir fait cet exercice-là. Ça fait du sport. Donc d'abord, il me semble que c'est un objet non identifié. Ça n'existe pas encore clairement défini ce que c'est qu'un référentiel de formation duale. Et pour toutes les raisons que nous avons vues jusqu'à maintenant, personne ne s'y risque vraiment. Alors il y a peu d'exemples disponibles qu'on pourrait présenter ici comme disant voilà un référentiel de formation duale. Je vais vous présenter tout à l'heure, tout de suite après la diapo suivante, un référentiel de métier infirmier. Je crois qu'il y a quelques participants parmi vous qui sont de ce métier, qui est le dernier référentiel officiel promulgué par le ministère de la Santé en France et qui vous présente quelque chose. Je vous laisserai vous-même découvrir les qualités et les défauts de ce document. Alors là aussi, comme on n'a pas de conceptualisation suffisamment avancée et de modélisation disponible, eh bien, on est là à cheval, on fait le grand écart entre les deux mondes, le monde professionnel, le monde de l'école, et les liens étant surtout institutionnels et très peu scientifiques et pédagogiques, on est toujours sur un fil. Alors voilà, référentiel du diplôme d'infirmier. Il y a 2 séries de compétences qui sont annoncées. Il n'y a pas autre chose, hein. C'est une page dans le document officiel
qui dit, voilà, un référentiel de diplôme d'infirmier. Et alors, il est très récent, hein, il est de l'année dernière, quelques mois, très, très récent. Donc, vous avez des compétences appelées cœur de métier, et vous avez une autre liste des compétences transverses. Alors, transverses, ça ne veut pas dire général, hein, ça veut dire qu'ils sont communes à plusieurs métiers de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans cette liste d'items? Comment les appeler? Mais vous avez à gauche des compétences, mais exprimées de manière abstraite, et à droite, des compétences exprimées de manière plus concrète. Les unes s'appellent cœur de métier, les autres s'appellent transverse. On pourrait dire plus théorique à gauche et plus pratique à droite. Il n'y a pas de correspondance entre les deux. Il n'y a pas de catégorisation. Il y a des affirmations qui sont posées. C'est vraiment déjà là. C'est déjà là. Alors, je ne sais pas, si on avait le temps, je vous proposerais de réagir là-dessus, parce qu'il y a vraiment de quoi réagir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formulation? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce que ça nous fait avancer sur la recherche d'un référentiel qui serait dual, ou est-ce qu'au contraire, ça nous en éloigne? Et comme ce ne sont pas des pédagogues, des spécialistes qui ont dû faire ça, je pense que ce sont des conseillers qui sont plus au niveau politique qu'au niveau scientifique, mais ils ont dit ce qu'ils ont pensé être conforme à des orientations générales pour faire évoluer le métier d'infirmier et d'infirmière. Voilà. Alors, je vous laisse là aussi noter des questions que ça vous pose. Et je ne vais pas me lancer dans une critique, une explication de texte, parce que là, ça me prendrait trop de temps. Donc des questions, des remarques, il y en a certainement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une confusion, comme je vous mets sur quelques pistes, hein, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre ce qui pourrait être de l'ordre des compétences, ce qui pourrait être de l'ordre des activités, au sens où on l'entend aujourd'hui, et aussi des objectifs de l'institution pour former des infirmiers et des infirmières qui répondent aux besoins de notre temps et de notre système de santé actuel. Et comment utiliser un tel document? Alors, j'ai posé la question à un public d'infirmières devant lesquelles je sévissais il y a un mois à peu près. C'est encore très flou. Encore très flou. Mais elles m'ont dit quand même, la plupart d'entre elles m'ont dit, ce qui est à prendre, ce qui est intéressant, c'est toute la réflexion qui est proche du terrain. On arrive à comprendre ce qu'est une compétence sur le terrain, et en accompagnant, quand on est tuteur par exemple, en accompagnant des étudiants en stage, on peut mieux comprendre cette logique-là, et surtout la deuxième colonne. Par contre, sur la première, on ne sait pas trop, c'est vague, ça reste flou pour nous, et on ne sait pas l'appliquer. Alors, on connaît tous les raisons de cette difficulté. C'est cette culture très, très différenciée entre le monde scolaire et le monde professionnel en matière de formation. Et le monde scolaire est habitué à utiliser des objectifs qui portent essentiellement sur des capacités cognitives. C'est notre tradition, c'est notre mission de transmettre et de transmettre les savoirs, alors que le monde professionnel s'intéresse davantage, et c'est normal, aux activités réelles des acteurs, et donc aux compétences dont ils ont besoin pour mener à bien ces activités. Avec une contamination permanente entre les deux. C'est-à-dire que les tuteurs, les responsables de formation en entreprise, voulant bien jouer le jeu de la formation, regardent du côté de ce que produit l'école, le système scolaire, et inversement, les formateurs du système scolaire, sachant qu'ils participent à des formations professionnalisantes, eh bien, jettent un œil aussi intéressé, mais en même temps prudent, imitatif, vers ce qui peut se dire dans le monde professionnel.
Donc les référentiels qui en découlent sont souvent mixtes, composent avec les deux cultures. Parce que derrière ça, il y a bien sûr ces conflits auxquels nous participons, beaucoup d'entre nous, malgré nous d'ailleurs. C'est qu'il y a des ruptures quasiment historiques entre les deux mondes. Hein. Pour le terrain, bon, j'ai lu ça quelque part. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je l'ai trouvé dans un document, je ne sais plus lequel. Pour le terrain, le discours théorique des formateurs nuirait à l'apprentissage des étudiants. Les formateurs seraient des professionnels incompétents qui se sont réfugiés à l'école. Je l'ai entendu chez mes collègues universitaires lorsque j'ai dirigé un master de consultant en formation. J'avais choisi ce master professionnel parce qu'il me semblait en prise avec la réalité, parce que ça faisait travailler avec le monde professionnel. Et à côté, il y avait le master recherche, qui lui était beaucoup plus noble et qui, bien sûr, ne frayait pas avec l'autre monde. Et pour l'école, c'est l'inverse. Les gens de terrain seraient hermétiques à l'analyse et la théorie leur ferait peur parce que cette théorie mettrait en lumière leur incompétence. Donc il y a des liaisons institutionnelles très sérieuses. En France, en tout cas, on les connaît bien. Dans chaque dispositif de formation professionnelle qui se dit en alternance, il y a des liaisons dans les textes, dans les orientations, dans la programmation, entre l'institut de formation, ou l'école, le collège, le lycée, et le système de formation de l'entreprise. Les liaisons pédagogiques existent aussi, possiblement en tout cas. Rien n'empêche des formateurs de proposer de faire un groupe de réflexion avec des intervenants en entreprise et des tuteurs pour essayer d'avancer sur des modèles pédagogiques qui tiennent compte de ce double objectif, bien sûr. Mais là aussi, on annonce beaucoup de choses, on met en place des groupes, et puis comme ils ne sont pas toujours soutenus par les institutions, surtout pas financièrement d'ailleurs, bien ils ont des vies assez courtes et on passe à autre chose. Alors, il y a la conséquence un peu pessimiste qui consiste à dire bien l'interaction entre les deux modèles, les deux systèmes est impossible. Donc on est dans la pourrie. Alors, à plusieurs niveaux, au moment de la référentialisation elle-même, sauf à réussir à monter des groupes de travail qui durent le temps qu'il faut, qui sont composés paritairement de professionnels sensibilisés à la formation, bien sûr, et de formateurs et d'enseignants du système scolaire qui se donnent le temps, les moyens et l'objectif de parvenir à un référentiel commun. J'ai participé à un tel travail entre deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale en France, il y a quelques années, pour arriver à construire un référentiel sur le montage des projets d'action culturelle. Projet d'action culturelle, c'est une entité française consistant à utiliser les moyens de la culture comme outil pédagogique, donc dans une collaboration entre l'éducation nationale et le monde culturel. On a mis une semaine pour construire quelque chose. C'était tellement bien fait que je crois que c'est resté là. Et aucun des deux ministères n'a essayé de le mettre en pratique. Au niveau de l'expérience de terrain, il faut beaucoup de bonne volonté, il faut beaucoup d'engagement, il faut beaucoup de constance, et il faut que les institutions nous donnent les moyens, le temps, etc., pour mener à bien un tel travail, et c'est très difficile. Et enfin, au moment de l'évaluation. Alors c'est là qu'il y a le fiasco le plus total. Et en même temps, c'est là qu'il y a des possibilités d'en sortir. Je dis fiasco parce que, ayant participé à de nombreux jurys de VAE, de validation
donc des acquis de l'expérience, je vois bien que ce fossé entre les deux mondes persiste jusqu'au moment du jury. Alors là, je vous signale qu'il y a des travaux très intéressants dans l'équipe de Patrick Maillan sur les jurys de validation des acquis. J'ai été amené à en analyser certains parce que Patrick me l'avait demandé. Et là, on voit toutes les contradictions, on voit tous les débats, à la fois scientifiques et pratiques, sur la certification. C'est-à-dire comment certifier l'expérience. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire dans le monde de l'évaluation. J'avoue que depuis une dizaine d'années à peu près, que je m'intéresse au lien avec la didactique professionnelle, j'avoue que si j'avais fait de la didactique professionnelle avant, mais elle n'existait pas encore où elle était dans les labs, je n'aurais pas du tout évalué comme j'évalue depuis longtemps. Je crois que si on voulait faire une révolution de plus, ce serait l'occasion de supprimer les examens, de supprimer les notes et de remplacer ça par une observation du travail en situation. Alors pas seulement du travail professionnel, mais aussi, pourquoi pas, du travail à l'école, du travail d'apprentissage, du travail d'enseignement, qui sont des situations également très, très professionnelles, très concrètes, et qui s'observent. Et on a maintenant des outils très, très abordables pour faire ces observations. Et on a les modèles de la didactique professionnelle pour les analyser. Et là, effectivement, ça ne se fait pas beaucoup, et pourtant, il y a de quoi faire. Donc il y a à la fois une lueur d'espoir et en même temps une difficulté, bien sûr. Je n'ai toujours pas de signal horaire, il me reste 10 minutes. Très bien. Alors cette aporie, on peut en faire, on peut non pas la résoudre, mais la contourner. En se disant, est-ce que notre travail, quand on est pressé, quand on n'a pas un an devant soi pour construire un référentiel dual idéal, on peut quand même faire des compromis. Et à ce moment-là, puisqu'on a sous les yeux les deux référentiels, théoriquement, on ne les a pas toujours, mais on peut les avoir, le travail de ces groupes qui voudraient en sortir constituerait une recherche de compromis entre les deux. C'est-à-dire s'appuyer sur des activités qui demandent de développer certaines compétences et à partir de cette analyse, essayer d'en déduire les objectifs de formation et donc remonter jusqu'au savoir à utiliser et à diffuser. Donc une sorte d'intégration des deux cultures. C'est un vœu pieux. Si vous y arrivez, ceux d'entre vous qui y arrivent ou qui pensent y arriver, ce serait intéressant que vous nous en parliez tout à l'heure. Et puis, il y a la position plus osée, plus expérimentale, qui consisterait à dire, mais non, gardons cette différence et cette opposition entre les deux types de référentiels. Et profitons-en pour en faire une réflexion de confrontation. Et c'est de la confrontation de ces deux logiques qu'on peut espérer trouver, sinon des solutions médianes, du moins des solutions plus justes, plus pertinentes, plus originales, en disant, sur cet objectif-là, ou bien vous mettez l'accent sur la reproduction du geste localement en situation professionnelle, ou bien vous faites appel à une conceptualisation et au schème de Vergniaud pour essayer de voir quels sont les invariants opératoires, comme dit Vergniaud, qui vous permettent de dupliquer en quelque sorte quelque chose que vous savez faire dans une situation donnée, dans une autre situation. Là, ce sont des mots. Hein. Maintenant, comment faire, ça, ce sera votre affaire. Mais quand même, vous êtes ici dans un lieu et dans un dispositif, je crois, qui est habitué à la recherche. Parce que vous en cherchez les résultats, parce que vous y participez, beaucoup d'entre vous
écrivent des articles, participent à des laboratoires ou à des groupes de recherche. Et tout le monde, j'imagine, est sensibilisé à la recherche-action. Est-ce que ce n'est pas... Je n'ai jamais été très chaud pour valider la recherche-action quand elle est déclarée comme ça. J'ai été de ceux qui, il y a quelques années, je suis devenu beaucoup plus sage maintenant, disaient mais qu'est-ce que c'est que l'action dans la recherche? C'est pas net, ou on fait l'un ou on fait l'autre. On peut faire de la recherche sur l'action, on peut faire de l'action en s'inspirant de la recherche, mais la recherche-action, qu'est-ce que c'est? Mais là, je déroge à mes principes et à mes religions antérieures, et je suis en train de me dire que c'est peut-être un endroit où la recherche-action est légitime, même sur le plan scientifique, parce que nous sommes sur des concepts pragmatiques, nous sommes sur de l'expérience, nous sommes sur le terrain, et la vérité des référentiels qui pourraient sortir de cette confrontation, c'est la seule acceptable scientifiquement, parce qu'elle est la plus proche de la vérité du terrain. Et donc là, il y a quelque chose à faire, je crois. On arrive aux conclusions. Donc c'est vrai qu'on a constaté que l'interaction entre théorie et pratique est impossible, que le langage commun n'est pas toujours là, qu'il y a des modèles à chercher dans l'analyse de l'expérience, ça c'est sûr, on en est sûr. Et le modèle théorique, bien, il est à notre portée. On va le trouver dans la didactique professionnelle, que beaucoup d'entre vous connaissent, pratiquent, citent, et à laquelle ils se réfèrent. Et le modèle méthodologique, mais il existe aussi, c'est la validation des acquis de l'expérience. Et là, on a beaucoup de travaux, de réflexions, de colloques, de confrontations qu'on peut consulter et qui nous donnent des pistes tout à fait fiables, qu'on peut utiliser concrètement sur le terrain, parce que ça a déjà été fait. Donc, qu'est-ce qui nous reste en quelque sorte sur le marché? Bien, il y a trois sortes de référentiels. Il y a le référentiel déjà là. Alors, le but, c'est de l'appliquer avec tous les bémols et toutes les critiques que je vous ai proposées. Il y a le référentiel implicite. Alors celui-là, il est intéressant, parce qu'il n'existe pas, il n'est pas formulé, et pourtant, quand vous regardez un programme de formation, quand vous regardez un système d'évaluation, il ne tombe pas du ciel. Il y a bien des gens, des acteurs, des chercheurs, des responsables qui l'ont écrit, et ils l'ont écrit avec quel référentiel? Ben, on n'en sait rien. Alors c'est un travail auquel j'ai habitué mes chercheurs. J'appelle ça la référentialisation à l'envers. C'est-à-dire, vous avez un programme, là, sous les yeux, vous avez un protocole. Quel est le référentiel qui est derrière? Et ça, c'est très intéressant. Et là, on fait du travail de chercheur, hein. On fait de l'analyse textuelle, on examine le vocabulaire, on examine les non-dits, on fait des hypothèses, etc. Puis ensuite, on les discute et on les confronte. C'est très, très intéressant parce qu'il n'existe pas dans le monde de la formation des programmes, des outils qui sont le produit de pur caprice. Bien évidemment qu'il y a des référentiels derrière. Mais ce que je reproche à ces référentiels implicites, c'est justement d'être implicites. Et ce n'est pas parce que leurs auteurs ne veulent pas. Je crois qu'ils n'ont pas pris le temps ou les moyens de travailler dessus et de communiquer à tous les acteurs le référentiel sur lequel ils ont bâti ces objectifs, ces programmes, ces contenus et ces modalités. Et puis, il y a les référentiels complètement inexistants, qui ne sont même pas implicites. On les trouve, enfin on les trouve pas, on les suppose dans les formations qui débutent. Quand un ministère, un organisme met en place une nouvelle formation pour répondre à un nouveau besoin professionnel ou à une sollicitation quelconque, on se précipite dans l'action, on regarde les formations
du benchmarking qui se trouve autour, et puis on propose quelque chose de médian, quelque chose qui peut répondre de manière immédiate et urgente aux besoins qui a été repéré. Alors là, ce sont des situations dont il faut profiter. Il faut vraiment proposer de faire de la référentialisation créative, c'est-à-dire de se mettre autour d'une table avec surtout tous les représentants des acteurs. Ça, c'est très important. Même des gens qui vont être des apprenants ont des choses à dire sur leur vision d'un référentiel. Il faut leur expliquer ce que c'est, bien sûr. Il faut les mettre en situation de travailler. Il faut leur proposer un vocabulaire commun. Il y a tout un travail pédagogique à faire avant de commencer. Mais ensuite, on a des trouvailles extraordinaires. Et on profite à ce moment-là de toutes les idées qui peuvent nous aider à construire un document qui, lui, va avoir force de loi lorsqu'il sera officialisé. Donc, des choix, des questions à poser, pardon. 1 ou 2 référentiels, on y a plus ou moins répondu déjà. Subir des référentiels, se les approprier ou en construire. Il y a derrière un problème de gouvernance, on en a parlé aussi, le pouvoir que ça donne. Et puis, quelle référentialisation ?